Bon, ça fait 2 semaines que l'année 2022 a commencé, c'est pourquoi il était temps de refaire une vidéo pour parler d'animés à visionner. Après tout, la dernière date quand même de 8 mois et j'ai toujours une liste longue comme le bras de séries à vous partager. Bien évidemment, comme à chaque fois, j'ai essayé de ratisser le plus large possible, il y a des trucs populaires, d'autres moins connus, des animés d'action, des thrillers, des drames, des comédies, bref, il y en a pour tout le monde, soyez-en sûrs. Comme toujours, je vous invite à me partager en commentaire vos découvertes récentes en termes d'animés, puisque il est pas rare du tout que je présente des séries que je connaissais pas avant que vous m'en parliez. Sur ce, salut à tous, c'est Aniki, installez-vous bien et comme toujours, ne lâchez surtout pas de pouce bleu et ne vous abonnez pas et nous sommes partis pour les 7 animés à voir, volume 4. Drifters. Adapté du manga du même nom écrit par Kotaro Hirano, l'auteur de Hellsing, l'animé nous plonge dans une véritable tambouille temporelle. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai pas trouvé de meilleure définition. On y fait la connaissance de Toyohisa Shimasu, un jeune samouraï qui, lors d'une bataille en pleine époque féodale, se retrouve soudainement transporté dans un étrange couloir blanc rempli de portes où un homme mystérieux l'attend assis derrière un bureau. Forcément, c'est une surprise sans pareil pour Shimasu, mais avant qu'il réussisse à comprendre la situation, il se retrouve propulsé à travers l'une de ces portes et se réveille dans un monde fantastique qui lui est totalement inconnu. Bon, vous l'avez compris, dans l'idée c'est un isekai, mais on s'éloigne quand même pas mal des codes du genre. À son réveil, il découvre que d'autres guerriers de l'histoire ont également fait le voyage. Un voyage que l'on peut qualifier de temporel, puisqu'il se retrouve à faire équipe avec Oda Nobunaga, dont la disparition remonte à 18 ans, et avec Natsu Yoichi qui vécut 4 siècles avant nos deux compères. En bref, une sacrée équipe de galétaires qui va se retrouver mêlée à une guerre terrible et sanglante. Très rapidement, nous découvrons l'existence de 2 autres personnages vitaux pour l'histoire. Purple, le mec bizarre derrière le bureau, et Izzy, une jeune fille un peu lugubre. Sans que l'on connaisse leurs réelles intentions, on comprend qu'ils se livrent un terrible conflit au sein de ce monde fantastique. Et pour ça, ils utilisent des portes dimensionnelles pour invoquer des guerriers et stratèges militaires de notre monde et de toute époque afin de livrer bataille. Ainsi, du côté d'Izzy, on retrouve ceux que l'on nomme les Ends, autrement dit les méchants qui souhaitent détruire ce monde fantastique, et pour Purple, les Drifters qui sont, vous l'avez compris, plus ou moins les gentils de l'histoire. En vrai, la grosse force de l'anime Drifters repose sur 2 éléments, les personnages et les combats. Logique, vous allez me dire, puisque c'est un peu le principe même de la série, mais c'est surtout une preuve de sa réussite. Chaque personnage possède sa propre personnalité et joue son rôle dans l'intrigue, mais surtout, on est dans une œuvre de Hirano, donc autant vous dire qu'on peut difficilement s'attendre à quelque chose de bon enfant, puisque l'univers de Drifters est extrêmement violent. Dites-vous que quand l'animé a été diffusé sur la télé française, il me semble que c'était sur J1, ça a été interdit aux moins de 16 ans. Donc préparez-vous à des montagnes d'hémoglobine, tout ça dans une animation follement dynamique et épique au service de combats dantesques. Je le reconnais, l'animé a pas un scénario hors du commun, il y a également quelques petits défauts, notamment l'humour qui est, je trouve, très mal géré, mais outre ça, c'est une excellente surprise, qui, disons-le clairement, envoie du lourd. Donc si vous aimez ce genre de série, foncez voir Drifters. Amatora. On passe du tout au tout avec cet animé haut en couleur qui nous réserve tout de même son lot de scènes épiques. À l'inverse de Drifters et son ambiance très morose qui se remarque par ses tons très monochrome, Amatora surprend en premier lieu par son style graphique très coloré. Et en soi, on comprend mieux pourquoi lorsque l'on découvre que le manga original dont l'animé est tiré est dessiné par Yuki Kodama, le même qui nous avait pondu Blood Lab, que je vous conseille également par la même occasion. Néanmoins, malgré ce style graphique particulier, Amatora n'est pas pour autant une œuvre enfantine, loin de là. Dans ce dernier, il existe certaines personnes qui se différencient des êtres humains normaux. En effet, tous ceux possédant ce qu'on appelle le minimum réussissent à débloquer un pouvoir spécial. Ça peut être par exemple le fait de lancer des éclairs ou en moins stylé, réussir à avancer n'importe quel compte à rebours. En gros, dans ce genre de cas, t'es un élu, mais en même temps ta vie pue la merde, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas super utile. Ainsi, on suit les péripéties des membres de l'agence de détective Amatora, qui se compose de 2 personnages ayant chacun un pouvoir, Nice et Murasaki. Je vous spoil pas leurs compétences, retenez juste que c'est stylé. Alors qu'ils tentent de gagner leur vie avec plus ou moins de brio, ils se retrouvent soudainement confrontés à un danger sans pareil, puisqu'il s'avère qu'un tueur en série cible toutes les personnes possédant le minimum. N'ayant d'autre choix que de l'arrêter, nos 2 compères vont se retrouver engagés dans un mystère plus complexe qu'il n'y paraît. Ce que j'aime dans Amatora, c'est qu'il y a un côté très déjanté de nos protagonistes qui me rappelle l'ambiance de certains animés comme Durarara. Par exemple, on a plein de personnages secondaires qui viennent former une petite équipe qu'il est plaisant de suivre. Certains sont juste là pour le divertissement et d'autres possèdent certaines capacités qui auront un rôle à jouer dans l'histoire. On a également un côté action très bien géré, même si bon, trop vouloir faire de l'expérimental sur la réalisation, ça a tendance à faire brouillon, mais surtout, l'œuvre n'hésite pas à s'attarder sur certains sujets plus sérieux et notamment sociétal. Du coup, ça donne un cocktail un peu bizarre, on oscille entre phases d'enquête, scènes de combat et moments comiques, tout ça dans une ambiance très flashy. Pourtant,
faut reconnaître que le résultat est plutôt cool. Donc si vous êtes à la recherche d'un animé divertissant et sortant de l'ordinaire, Hamatora est fait pour vous. Eden of the East. Jusque-là, on a parlé d'animé avec une animation poussée pour proposer avant tout un spectacle visuel, mais pour les fans d'histoires haletantes aux nombreux retournements de situation, ne vous inquiétez pas, j'ai également pensé à vous. Avant toute chose, parlons de ce qu'est Eden of the East. Sorti en 2009, l'animé compte 11 épisodes et trouve sa suite dans 2 films d'animation sortis quelques temps après. La série est réalisée par Kenji Kamiyama, à qui l'on doit notamment Ghost in the Shell Standalone Complex, et je vous le dis directement, c'est un animé que vous devez absolument voir. Ouais, je me mouille un peu pour celui-là, mais il est vraiment excellent, donc ça serait bête de passer à côté. Notre histoire débute aux États-Unis en l'an de grâce 2011, devant la Maison Blanche. On y fait la connaissance d'une jeune femme du nom de Saki Morimi qui se trouve là dans le cadre de son voyage de fin d'études. Une situation en soi tout à fait anodine, mais qui va pourtant bouleverser sa vie. En effet, à ce même endroit, elle va faire la rencontre d'un jeune homme mystérieux pour le moins surprenant, puisque ce dernier, en plus d'avoir perdu sa mémoire, se promène complètement nu dans les rues de la capitale américaine. Néanmoins, celui que l'on nommera désormais Akira Takizawa remarque rapidement quelques détails troublants. Premièrement, il possède une cachette contenant des faux papiers et surtout tout un arsenal de guerre. Deuxièmement, son lieu de résidence se trouve tout proche d'un endroit qui fut précédemment victime d'un attentat terroriste pour le moins troublant. Mais surtout, troisièmement, il possède avec lui un téléphone très particulier. Alors certes, ce dernier a un design un peu moche, mais bon, après tout, l'animé est sorti en 2009, donc faut pas trop oublier la gueule des smartphones de l'époque. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet à Akira de disposer d'un joli pactole de 8,2 milliards de yens qu'il peut dépenser pour faire absolument tout ce qu'il veut grâce à une assistante vocale du nom de Juice. Bref, un mystère bien complexe qui pourtant ne s'arrête pas là. Très rapidement et suite à un coup du destin, nos deux compères se retrouvent à tailler la route ensemble dans l'objectif de recoller les morceaux du passé d'Akira. Seulement, il semblerait qu'il ne soit pas le seul à posséder un téléphone similaire et surtout, il aurait lui-même fait le souhait de voir sa mémoire être effacée. Et alors, que se cache-t-il derrière cette technologie et pourquoi le passé de notre ami semble être si sombre? Bien pour le savoir, vous devrez regarder Eden of the East et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, c'est vrai que j'ai très peu parlé de Saki puisque il joue un rôle tout de même moins important dans l'histoire, mais sa présence n'est pas non plus dénuée de sens, puisque outre l'aspect résolution du mystère de l'animé, on assiste également à une sorte de death game sur fond de sauvetage du monde. Donc autant vous dire que tout est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais surtout, au cours de l'animé, on va voir la relation entre nos deux protagonistes évoluer, si bien qu'on prendra un malin plaisir à suivre leur péripéties. Alors, il est nécessaire de voir les films une fois l'animé terminé pour avoir tout le fin mot de l'histoire, mais faites-moi confiance et foncez voir Eden of the East, vous ne serez pas déçus. Kaguya-sama Love is War. Bon, ça fait quand même un petit bout de temps que je fais référence à cet animé à travers différentes vidéos, je pense par exemple à celle sur le Moe, donc il était grand temps d'enfin en parler parce que c'est un délice. L'animé part sur un constat assez simple. Lorsqu'il est question d'amour, plus exactement de couple, il y a toujours un gagnant et un perdant. En gros, un qui a l'ascendant sur l'autre. Outre mesure, on pourrait parler de dominant et de dominé, mais bon, j'imagine qu'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, donc restons courtois. Ainsi, notre histoire prend place au sein de l'académie Tsuchin, une école prestigieuse dont la renommée remonte à plusieurs décennies, si ce n'est siècles, si bien qu'aujourd'hui encore, c'est un lieu qui forme les futures élites du pays. C'est pourquoi les membres du bureau des élèves, autrement dit du BDE, se doivent de montrer l'exemple et représenter la crème de la crème. Et à ce niveau-là, on est plus que servi. On fait donc la connaissance d'un petit groupe de personnages, mais deux vont venir nous intéresser plus en détail. Miyuki, le président, et Kaguya, la vice-présidente. Tous deux sont des élèves brillants remplissant à merveille leur rôle de modèle à suivre, mais surtout les deux sont amoureux l'un de l'autre. On pourrait croire à une success story totale, mais c'est là où le génie de l'anime se met en place. Bien qu'ils soient attirés l'un par l'autre, ils refusent totalement d'avouer leurs sentiments respectifs à cause de leur propre fierté, puisqu'ils considèrent que celui qui se montre amoureux en premier sera le grand perdant de la relation à venir. En gros, ça repose sur le principe que je vous expliquais au début de cette partie. Ainsi, au cours de l'anime, nous allons suivre le quotidien de nos deux tourtereaux, occupant tout leur temps à établir des stratégies et complots divers afin de forcer l'autre à avouer ses sentiments. L'anime est clairement ultra absurde et est une merveille de comédie. Tous les personnages sont hauts en couleur, entre nos deux génies calculateurs,
leur secrétaire totalement naïve, sans parler de tous les autres membres du BDE qui se font de plus en plus présents au fur et à mesure que l'anime avance, si bien que fréquemment on assiste à des situations complètement loufoques. En soi, techniquement c'est un animé de romance, mais pourtant il n'a rien de commun avec les œuvres du même genre. On est face à un duel entre deux esprits de génie du même niveau que celui auquel on assiste dans Death Note, et tout ça est sublimé par l'intervention des autres personnages, à l'instar de Chika qui vient toujours chambouler leurs plans sans s'en rendre compte, ce qui rend le tout d'autant plus hilarant. Un autre point intéressant, c'est la réalisation. Il y a un réel effort de fait sur l'aspect visuel de chaque blague, et ça rend le tout encore plus divertissant. Que ce soit les effets sonores, les gros plans, les différentes expressions des personnages, et j'en passe, c'est juste génial à suivre. Bref, c'est typiquement le genre d'animé que j'adore, donc je vous le conseille là encore grandement. Tokyo Magnitude 8. Alors, c'est pas la première fois qu'on me parle de cette série, la preuve, je l'ai évoqué tout récemment dans la vidéo des animés qui ont prédit le futur, mais j'avais fait en sorte de pas vous donner trop de détails sur l'histoire à ce moment-là pour justement vous le présenter plus tard. Tout comme Eden of the East, l'animé est sorti en 2009, comporte 11 épisodes, mais est également une masterclass que je ne peux que vous conseiller, d'autant plus quand on sait tout ce qui entoure l'animé. Mais bon, ça je reviendrai pas dessus parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà récemment évoqué. Bref, Tokyo Magnitude 8 nous plonge dans le quotidien d'une jeune collégienne de 13 ans nommée Mirai. Alors que ses parents et notamment sa mère se montrent de plus en plus absents à cause de leur travail, elle peine à gérer sa frustration qu'elle a tendance à rejeter sur son petit frère Yuki âgé de 8 ans. Bon, disons-le clairement, c'est pas la super méga bonne ambiance, mais comparé à ce qui va suivre, c'est le giga fun. Obligés de rester au sein de la capitale nippone durant les vacances d'été, les deux frères et sœurs se retrouvent dès le premier jour seuls. Si bien qu'incombe à Mirai la tâche d'emmener Yuki voir une exposition sur des robots dans un centre commercial situé à plusieurs kilomètres de leur maison. Autant vous dire que, adolescence oblige, Mirai n'est pas spécialement enjouée par la situation, si bien que, voyant les malheurs s'accumuler, elle fait le souhait de voir le monde s'écrouler. En soi, on dirait les origines d'un grand méchant qui prendra sa revanche sur la société des années plus tard, sauf que là, la sentence, elle va être immédiate. À peine ces mots prononcés que tout l'environnement autour d'elle se met à trembler, marquant le début d'un séisme de magnitude 8 frappant de plein fouet Tokyo. Ainsi, au cours de ces 11 épisodes, accompagnés d'une jeune femme qui va leur venir en aide, nous allons suivre le parcours tumultueux de ces deux enfants pour rentrer chez eux et retrouver leur famille. Et je vous le dis clairement, vous allez chialer. Après, c'est pas juste un truc qui se veut dramatique ou alarmant, c'est également un animé magnifique, empli d'une certaine mélancolie qui vous marquera à jamais. Je pense que c'est un des rares animés que j'ai pu voir qui fasse autant l'ascenseur émotionnel sur des périodes très courtes. Déjà, parce que bon, la situation ne prête pas spécialement rien, mais surtout parce que l'animé va nous amener à découvrir la détresse que peuvent ressentir les survivants de ce genre d'événement. On va faire la connaissance de plein de personnages avec des histoires différentes, toutes plus émouvantes les unes que les autres. De plus, bien que le déroulement de l'intrigue soit assez simple, vous n'êtes clairement pas au bout de vos surprises, ni même prêt pour les nombreux retournements de situation. Regarder Tokyo Magnitude 8, c'est sortir de sa zone de confort et se confronter à la dureté du monde, ce qui est clairement bouleversant. Paranoia Agent. On attaque un gros morceau de l'animation japonaise puisque l'on va parler d'une œuvre de Satoshi Kon. Ce dernier est un réalisateur auquel il serait difficile de rendre un hommage à la hauteur de son talent et de sa filmographie en si peu de temps. Bien qu'il nous ait quitté assez jeune, il a laissé derrière lui quelques films notables, à l'instar de Perfect Blue qui est un classique plus que culte que tout fan d'anime se doit de voir. Et oui, pas de demi-mesure lorsqu'il est question de chef-d'œuvre. Le style de Satoshi est assez particulier, mélangeant avec brio la fiction et la réalité, il aime dépeindre dans ses œuvres le monde de la manière la plus crue qui soit. Bref, je vais pas revenir en détail sur toute sa biographie, là où je veux en venir c'est que bien qu'il soit connu pour ses longs métrages d'animation, il a également créé une série animée, et c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. L'histoire nous présente en premier lieu Tsukiko Sagi, une jeune créatrice adulée grâce à sa récente création, la peluche Marumi, une sorte de petit chien rose que tous les japonais s'arrachent. Tandis que les habitants du pays du soleil levant attendent avec impatience sa nouvelle création, un beau soir, elle se fait agresser en pleine rue. C'est un événement qui va faire beaucoup de bruit, d'autant plus que selon ses propres dires, son assaillant serait un enfant. Ainsi, celui que l'on surnomme le gamin à la batte, ou dans la version originale le shonen bat, va très rapidement devenir un mystère à résoudre pour Ikari et Minawa, les deux inspecteurs chargés de l'affaire. Néanmoins, on remarque rapidement que les agressions se multiplient de plus en plus, et surtout se font de plus en plus violentes, si bien qu'il semblerait que toutes les victimes aient un point commun déterminant.
Alors que son nom est désormais sur toutes les lèvres et dans tous les médias, nul ne sait si nos deux détectives réussiront à percer à jour le mystère du gamin à la batte, si bien que son nom et sa folie pourraient s'enraciner au plus profond de la société japonaise et la terroriser pour toujours. Paranoia Agent porte parfaitement son nom, puisqu'il démontre comment un simple fait d'apparence divers peut créer une réelle paranoïa au sein de toute une population. De plus, Satoshi se sert de son œuvre pour critiquer ouvertement la société dans laquelle il évolue, en démontrant que les Japonais cherchent par tous les moyens à fuir le stress de la réalité. Au cours de l'anime, nous découvrons de nombreux personnages, du simple collégien au vieillard sénile en passant par un policier ou une créatrice, tous évoluent dans un monde qui semble absurde et mènent une vie oppressante qui semble ne mener à aucune perspective. Le déroulé de la série se fait sur deux niveaux. En premier lieu, l'aspect enquête et en second lieu, l'impact sur la société et la création d'une légende urbaine. Paranoia Agent est une œuvre complexe qu'il est parfois difficile de suivre, d'autant plus que Satoshi cherche toujours à brouiller les frontières du réel tout en amenant une pointe d'humour noir sur des sujets parfois tabous mais pourtant très ancrés dans la société japonaise. Je pense tout particulièrement à l'épisode 8 qui évoque le suicide d'une manière assez folle et qui illustre parfaitement la notion de mélange entre réel et fiction, d'autant plus lorsque l'on comprend ce qui se déroule lors de cet épisode. À vrai dire, Paranoia Agent est une œuvre à part. Certains l'aiment, d'autres la détestent. Le fait est que c'est un anime qui ne peut pas vous laisser indifférent. Et j'irai plus loin en disant que, à l'image de tout le travail de Satoshi Kon, c'est une véritable expérience qui se doit d'être vécue entièrement. L'anime est certes bipolaire dans sa construction, mais il ne fait que refléter le monde dans lequel il prend place, si bien que pour moi, il est impératif que vous le voyez. Alors, je peux pas vous garantir que ça va vous plaire, mais ce qui est sûr, c'est que ça va vous marquer. Et si jamais, prenez également le temps de vous pencher sur les différentes œuvres de Satoshi. J'ai évoqué Perfect Blue, mais j'aurais pu également parler de Millennium Actress, Tokyo Godfather ou encore Paprika, qui sont tous des films plus intéressants les uns que les autres. Usama Ranking. On termine en beauté avec le roi des animés. Alors, bon, j'abuse un peu, mais clairement, j'étais obligé d'en parler un jour ou l'autre, donc autant le faire maintenant pendant que la hype est plus présente que jamais, mais surtout parce que la partie 2 vient tout juste de commencer. À la base, Usama Ranking, c'est un manga prépublié sur internet depuis 2017, qui a eu le droit à une adaptation animée par le studio 8 qui a commencé en octobre dernier. L'histoire est vraiment particulière et aborde des thèmes peu communs, mais vous allez voir, c'est fantastique. Nous faisons la connaissance de Boji, un jeune prince à l'apparence très juvénile qui se différencie des autres garçons de son âge par le fait qu'il soit sourd et muet. Moqué-le tous de par sa taille et sa faiblesse, ce qui le caractérise le plus reste son immense naïveté, ne pouvant trouver grâce dans un monde aussi hostile. En bref, disons simplement qu'au grand jeu de la vie, il n'est pas parti avec les meilleures cartes. Néanmoins, comme je l'ai évoqué, il s'agit d'un prince, plus exactement du fils aîné de la famille royale, si bien que lorsque le roi passe l'arme à gauche, différents jeux de pouvoir se mettent en place, dans lesquels Boji semble ne pas avoir sa place. Ainsi, bien que son frère cadet semble être préféré par son peuple, il ne compte pas abandonner son plus grand rêve, et lorsqu'il fait la rencontre d'une mystérieuse ombre avec qui il va se lier d'amitié, Boji va se mettre en route pour devenir le roi le plus puissant qui n'ait jamais existé. Bon. Comment décrire Usama Ranking pour lui rendre hommage de la meilleure manière qui soit? La première chose qui peut bloquer, c'est le personnage de Boji, puisque d'apparence, c'est juste un gros bébé pas super charismatique. Mais ça, c'est juste une impression, puisqu'on comprend rapidement que ce petit bonhomme est tout bonnement incroyable. Mais surtout, dans Usama Ranking, il n'est pas question que de lui, mais également d'une pléthore de personnages et de mystères. Très vite, on se retrouve embarqué dans différentes conspirations, si bien qu'un jeu d'alliance se met en place pour savoir qui sera le prochain roi. Je vous passe tout l'aspect technique, on est sur du 8, c'est très qualitatif, sans pour autant être dans l'exceptionnel, l'anime a son propre style graphique, autant dans les couleurs que dans les chara-design, ce qui rajoute du charme à l'œuvre. Mais surtout, là où on pourrait s'attendre à quelque chose de très binaire, en mode d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils, on réalise très rapidement que rien n'est aussi simple. Chaque personnage possède son rôle à jouer et s'avère être plus complexe qu'il n'y paraît. J'en veux pour exemple Daida, le frère de Boji, que je trouve particulièrement bien écrit. De plus, comme je l'évoquais plus tôt, l'anime aborde des thématiques intéressantes, sans le faire de manière ultra barbante, notamment l'acceptation des personnes handicapées dans la société. En bref, on peut le dire, Usama Ranking n'a pas du tout volé sa hype, bien au contraire. À mes yeux, c'est clairement une des plus grosses surprises de ces dernières années, donc la vraie question c'est qu'est-ce que vous attendez pour le regarder? En tout cas, on a fait le tour pour ces 7 animés à voir. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager en commentaire vos animés préférés et me dire lequel ou lesquels vous allez regarder suite à cette vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine pour continuer à parler d'animés. C'était Aniki, ciao.